Bonjour à tous, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons aborder les défis de la desserte en électricité en République démocratique du Congo. Vous avez suivi les ministres des tutelles, les ministres des ressources hydrauliques, qui était au briefing avec le porte-parole du gouvernement. Vous avez suivi comment Teddy Luamba a évoqué autant de défis qui sont encore là pour pouvoir parvenir à desservir la République ou la population en électricité. L'histoire de la production d'électricité de la RDC s'est arrêtée en 1982. Alors, le temps s'est arrêté. Avec Inga 2, il n'y a plus eu de projet. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, cette production d'électricité suffisait aux besoins. La GECAMIN, au sommet de sa gloire, pouvait consommer 500 MW et les restes qui étaient renvoyés via la ligne Inga-Chaba pouvaient être exportés vers les pays étrangers. On arrive en 1997, il y a eu la libéralisation du secteur minier. Et ce boom-là a renversé la tendance. Ce qui a fait que la consommation, le besoin en électricité s'est accru, mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas libéralisé le secteur d'électricité au même moment que le secteur minier. On a été très vite rattrapé par le temps et en 2014, on a vite libéralisé le secteur qui malheureusement aujourd'hui boite encore un tout petit peu. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous n'exportons rien. Et pourtant, nous importons. La Zambie injecte 250 MW en RDC qui appuie le secteur minier. Et la génération de la richesse de ces 250 MW génère 8 milliards sous notre PIB. Ça veut dire que si nous n'avons pas ça, l'économie va tousser. C'est-à-dire nous devons très vite faire pour avoir de la production interne pour répondre à ce monopole-là. Nous sommes un pays à vocation d'exportation. Mais aujourd'hui, nous n'exportons rien et nous sommes plutôt aujourd'hui recherchés de partout, si je peux dire. Le poste de Bouandanda qui sera lancé au niveau de Goma va permettre, avec la ligne NELSAP, en contact avec le Kenya et l'Éthiopie, on recevra très bientôt environ 50 à 100 MW qui viendra de l'Éthiopie jusqu'ici. L'Angola, avec la boucle de l'amitié, nous va faire injecter de la puissance ici. De Brazzaville, par moment, nous récupérons 25 MW. Les Tanzaniens, aujourd'hui, sont en train de voir avec la nouvelle centrale comment revenir avec un 100 MW pour entrer en RDC. Même la Centrafrique, aujourd'hui, nous donne un peu 2 MW avec Zongo, Boali Zongo. Ça veut dire aujourd'hui, tout le monde amène son énergie en RDC. On n'exporte plus rien. Et ça, c'est pour cela qu'il faut, ça doit faire cet éveil de conscience. Ça doit nous pousser à ce que nous prenions vraiment nos responsabilités pour que nous puissions investir sensiblement dans ce secteur. C'est pour cela que vous m'avez vu, j'ai parlé ici des 9 sites qui vont nous générer 2500 MW qui vont résorber ce déficit. Et j'ai parlé aussi ici du fait qu'on doit passer par un leasing. Le leasing, c'est la location des équipements thermiques et photovoltaïques qui peuvent venir tout de suite ici pour consommer le gap que nous avons et ne plus être la risée de l'importation. Ce sont des questions fondamentales qui doivent même nous pousser à avoir un concept de la défense énergétique de ce pays. C'est-à-dire qu'il faudra dès maintenant, ici et maintenant, changer de politique applicable sur le secteur de l'électricité en urgence. Le ministre a dit qu'il faut que la RDC importe. Nous allons y revenir. Alors, pour en parler, j'ai fait appel à un expert pour qu'il nous dise si il y a moyen de relever tous ces défis évoqués par le ministre. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que la République démocratique du Congo, peut-elle parvenir à desservir sa population à 100% en électricité? Alors, je reçois sur ce plateau M. Philippe Bouini. Il est expert, c'est lui avec qui nous allons échanger sur ce plateau. Alors, M. Philippe, est-ce que vous pouvez vous présenter
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gustave. Je réponds au nom de Philippe Bouini-Felmour. Je suis ingénieur en énergétique. Ingénieur en énergétique. OK. Ça signifie? C'est une discipline scientifique qui s'occupe de la production, du transport, des transformations, même des distributions relatifs au secteur des énergies. Vous êtes expert. OK. Formé. Bien entendu, monsieur le journaliste. D'accord. Voilà, nous avons suivi le ministre Teddy Luamba, ministre des Ressources hydrauliques, qui était au briefing avec les porte-parole du gouvernement. Le ministre était face à la presse qui lui a posé toutes les questions possibles autour de la fourniture en électricité et en eau. Parce que c'était ça le sujet qui était choisi. Et coup de chapeau au ministre parce qu'il a fait face aux flèches, mais il a résisté. Il a fourni des réponses. Mais parmi ces réponses, il y a une réponse qui, moi personnellement, ça m'a fait mal. C'est lorsque le ministre dit qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la RDC importe l'électricité. Vous, comme expert, quelle appréhension faites-vous de cette situation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Personnellement, j'avais l'intention, le souci de bien suivre l'adresse du ministre, son Excellence Teddy Luamba, où je tiens vivement à remercier. C'est vraiment la personne qu'il a fallu pour ce secteur, partant de sa formation, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par rapport à votre préoccupation, monsieur le journaliste, oui, à nos jours, la RDC est en train d'importer l'électricité. Autrefois, ce n'était pas le cas. Je tiens à vous dire que cette situation-là n'est pas fatale. Ça peut être renversé. C'est fort possible. Parce qu'il y a des années antérieures, c'est la RDC qui exportait l'électricité. Mais aujourd'hui, il y a le fresh retour. Je vous dis que c'est fort possible que cette tendance-là soit renversée. Mais à quoi est due cette situation? Simplement, c'est parce qu'il y a les disponibles, l'énergie utile n'est plus à la hauteur de desservir. Il y a un problème de vétusté des équipements. S'il y a des centrales, l'autre fois, qui étaient en régime normal, plein, mais s'il y a des machines aujourd'hui qui sont aux arrêts, ce qui fait qu'il n'y a plus la puissance produite qu'il doit. Ce qui justifie que nous sommes dans l'incapacité de fournir l'électricité aux pays limitrophes comme auparavant. Donc, il y a ce déficit est dit, c'est parce que la production n'est plus à la hauteur. Mais s'il faudrait que nous puissions renverser ces vapeurs, il faut revenir par chaque unité de production des centrales. Si à l'époque, centrale de Inga 1 produisait avec 5 machines, mais à nos jours, ce n'est pas 5 machines qui sont opérationnelles. Pour ainsi de suite, il faudrait d'abord revenir à la situation initiale, réhabiliter toutes sortes de centrales existantes, que ce soit en hydroélectricité, quel que soit aussi également en thermique. C'est ça d'abord, premier départ. Et là, vous nous parlez que Dinga ou toutes les centrales sur l'ensemble du territoire, réhabiliter toutes les centrales sur l'ensemble du territoire, ou seulement Inga? Affirmatif, monsieur le journaliste, ce n'est pas seulement Inga, toutes les centrales de la République. Je parle des centrales hydroélectriques et des centrales thermiques. Il faut réhabiliter. Quelle était la puissance installée de l'autre fois? Quelle est la puissance disponible actuellement? Ce qui justifie ces gaps. C'est comme la centrale de Tchalala. Au niveau de Mboujumaï, toutes les centrales de la République. D'accord. Alors, c'est ça la solution pour ne pas importer l'électricité? La réponse est simple, qu'il faut produire. Quand on dit produire, il faut aménager, il faut construire des unités de production énergétiques. Quand vous produisez, vous serez à la hauteur de desservir et la population congolaise, pourquoi même pas à l'extérieur.
À ne pas oublier qu'en dehors de la population, les ménages ruraux ou urbains, il y a aussi un problème même des miniers qui en ont besoin. Même quand vous parlez que la RDC est en train d'importer, généralement c'est pour le secteur minier. Mais la population aussi a besoin de cette électricité-là. C'est pour ça que j'ai dit que parmi les pistes, j'avais beaucoup aimé la simplicité, l'intelligence de son Excellence, M. Teddy. Donc, il faut produire. Mais avant de produire, il y a des solutions à court terme, immédiates, qu'il faut réhabiliter toutes les centrales existantes de la RDC et projeter à construire de nouvelles centrales. Des nouvelles centrales comme Kakobola, comme Katende, ouais. Mais qui, jusque-là, on n'a pas de suite. Pour Kakobola, vous en savez bien que Kakobola étant centrale est déjà fini. Il y a la ligne et les réseaux de distribution. Ça, c'est la situation de Kakobola. Donc, c'est bloqué au niveau de transport et de distribution. C'est bloqué là-bas. Pour les transports... Ou bien les travaux sont en cours. J'ai bien dit que la chaîne énergétique, dans les réseaux, nous avons d'abord la centrale de Kakobola qui est complètement finie. On a déjà lancé les essais, pas de soucis. Maintenant, c'est la ligne de transport qui est déjà en train d'être faite. Maintenant, c'est la distribution à la population. Et Katende également, il faut relancer les activités. Il y a déjà des travaux d'ouvrage en génie civil. Alors, il faut encore continuer. Voilà. Monsieur Philippe, quel est l'état de desserte, de la desserte en électricité aujourd'hui en République démocratique du Congo? Les taux de desserte... La situation de desserte en RDC est vraiment faible. C'est vraiment faible. C'est ça même le souci de notre chef de l'État qui a besoin de donner ses besoins de base primaire à la population. Il fait de ça vraiment un cheval de bataille parce que nous sommes tous Congolais, vous sentez que la situation est vraiment trop faible. C'est un secteur qu'il faut relever impérativement. Alors, ces relèvements, comme j'ai dit tantôt, M. le journaliste, passeraient obligatoirement par la volonté politique clairement exprimée. Est-ce que vous avez fait le tour du pays pour dire directement que l'État, la situation est faible en électricité? Est-ce que vous avez fait le tour? Je suis Congolais, monsieur le journaliste. Oui, effectivement. J'ai fait les Grands Kassai. J'ai fait les 5 territoires, c'est presque pour énumérer. J'ai été, étant un ingénieur, pour voir un peu la situation, que ce soit à Tilenge, j'étais à Miabi, j'étais à Lupatapata, j'étais à Kabeya Kamwanga, j'étais à Ngandajika, où je suis parti visiter même les sites de Kafumbu, j'étais à Moneditou, Congo central, les Grands Bandundu, l'Équateur, vers Lokutu, Yangambi, Lisala, Bumba. Je constate que les besoins... même à Mobaïmbongo? Pas encore malheureusement l'Équateur, non. Mais les besoins de l'électricité, vous sentez que ce sont des besoins vraiment réels de la population. Alors, pouvez-vous nous donner le potentiel de notre hydrographie? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour avoir posé cette question. Je confirme que la RDC, mon cher pays, est riche en hydrographie. Votre simple serviteur, j'ai été recruté par les agences des Nations Unies, par PNUD, où j'ai été parmi l'expertise mobilisée pour produire ce que nous avons, l'Atlas des énergies renouvelables qui est sur ma table. Alors, seulement en hydro, la RDC
dispose plus de 100 000 mégawatts. Je parle seulement en hydro, dont 44 000 mégawatts sur le site de Inga. Et 10 000 mégawatts, c'est pour des petites centrales, des micros, des mini-centrales de la République. Et nous avions inventorié, nous avions localisé plus de 860 sites exploitables de la République. Donc, en hydrographie, la RDC, monsieur le journaliste, nous en avons les potentiels nécessaires. Ceux qui veulent en savoir plus, la trace des NR est là, disponible. Que ce soit au niveau du ministère des Ressources de l'électricité, ce document qui est une boussole, qui est un outil indispensable de la République, s'il vous plaît. Mais comme vous posez la question, en hydro, je confirme que nous en avons vraiment en quantité importante. Et parmi les sites répertoriés, combien sont exploités et combien ne sont pas exploités? En tout cas, en dehors des sites de Inga, que tous nous en savons, la plupart des sites ne sont pas exploités. Et les études de faisabilité? Jusqu'à nos jours, il n'y a pas d'études, même presque pas de préfaisabilité. Sur tous les sites? Sur tous les sites. C'est comme ça, je dis que ce secteur énergétique exige impérativement des moyens colossaux. On peut avoir de ces potentiels, mais l'objectif, c'est de transformer ces potentiels. Seulement en hydro, je précise, nous avons plus de 800 sites, j'ai bien dit, localisés et inventoriés, et non étudiés. Seulement en hydro. Donc, si quelqu'un veut investir dans les secteurs, il peut recourir facilement à l'Atlas. C'est un document de soubassement classique. N'importe quel Congolais, même les investisseurs, se servant de ces documents, Atlas, c'est une boussole. Si je veux investir au niveau de Ngandajika, quand je m'approche de l'Atlas, l'Atlas me reprend, me renseigne les différents potentiels, non seulement en hydroélectrique, même en solaire, même en biomasse, même en éolienne, ainsi de suite, dans tous les 145 territoires qui regorgent la RDC. Donc facilement, si vous étiez associé au projet des 145 territoires, du moins pour l'aspect électricité, je crois que l'Atlas reprend les 145 territoires et les différents sites qui sont pour la production de l'électricité, je crois. Bien entendu, monsieur le journaliste, comme je dis, si vous accédez à l'Atlas, même parmi l'expertise mobilisée, vous trouverez le nom de votre humble serviteur, Philippe Ebouini, consultant PNUD. Qu'est-ce que vous avez fait exactement en produisant ce travail? L'approche était juste d'aider les décideurs politiques que voici la cartographie énergétique de la République. Quels sont les différents potentiels de la République? Que ce soit en hydroélectricité, quel que soit en éolienne, quel que soit en géothermie, solaire, quel que soit en solaire de la République démocratique du Congo. Ouais. C'est juste cette boussole-là qui peut vous orienter. Et je tiens à préciser que les données ne sont pas statiques. Les données sont dynamiques. Ouais. Oui. On peut encore revérifier, on peut réévaluer, l'actualiser. Et on n'a pas tout localisé ou bien identifié. Et tout ça, cela demande aussi des moyens nécessaires pour en faire. Mais c'est un document qui peut aider même les locaux, même les étrangers, de s'en servir pour évoluer dans le secteur des énergies. Voilà, plus de 800 sites. Ouais. Inventoriés, localisés, oui, qui peuvent produire l'électricité. Vous avez parlé, je vous ai suivi, de 100 000 mégawatts. En hydro. En hydro seulement. En hydro seulement. En RDC. Et Inga ne fournit que 44 seulement. Si Inga est exploité convenablement, oui. Inga produirait 44 000 mégawatts. Seulement 44 Inga, 1000 mégawatts. Ok, si c'est bien exploité. Bien entendu. Alors, on a toutes ces potentialités, mais
pourquoi le taux est toujours faible? Premièrement, c'est parce que la production fait défaut. Même son Excellence a bien dit que ce que nous disposons, s'il faudrait seulement les canaliser par une X catégorie, beaucoup de la population n'en aura pas. C'est comme ça les phénomènes de l'estage. Il se débrouille à donner aujourd'hui une partie à telle catégorie, demain. Alors maintenant, pour remédier à ça, il faut produire, il faut augmenter la puissance, la capacité. C'est ça. Et pour y parvenir, monsieur le journaliste, comme je vous ai dit là tantôt, en dehors de réhabiliter, il faut des études minutieuses. Parce que c'est un secteur, ce n'est pas du tic au tac. Il faut d'abord des études minutieuses, de préfaisabilité, de faisabilité, des études socio-économiques et aboutir également à réalisation. Pourquoi seulement les études? Ce sont des préalables. Parce que vous ne pouvez pas aller électrifier la cité de Massamanimba sans préalable faire des études, monsieur le journaliste. Il faut savoir quelle est la puissance qu'on doit installer et l'agglomération aura quel besoin en termes de... Quelle est la charge énergétique qui doit se faire. Le secteur de l'électricité est déjà libéralisé. Depuis 2014, il y a une loi. Et avec cette loi, on a ouvert des brèches, on a ouvert les champs, les secteurs, pour permettre aux opérateurs économiques privés de pouvoir investir dans les secteurs. Mais je crois 10 ans après, quelle est la suite? On ne sent pas qu'il y a d'engouement, on ne sent pas qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont dans les secteurs. C'est ainsi que nous continuons à souffrir de l'électricité. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des contraintes administratives qui compliquent ou bien c'est quoi les problèmes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, la loi relative à l'électricité est déjà là. Le secteur est vraiment libéralisé. Il faut en principe une bonne et grande sensibilisation. Il faut informer. Ça aussi, c'est intéressant, l'engouement. Mais à mon humble avis également, il faudrait aussi alléger, il faut assainir ce climat des affaires. Parce que si peut-être les investisseurs trouvent qu'il y a quelques obstacles, c'est au gouvernement congolais de revoir un peu comment assainir le climat d'affaires par rapport à ça pour effectivement mordre cette opération. Sans tenir, je tiens à vous informer que les amis de l'Est, j'ai dit bravo. À l'Est, les amis ont déjà mordu cela, connaissant que le secteur est déjà libéralisé. Il y a des groupes d'associations de départ qui s'arrangent, qui produisent et qui font vendre de l'électricité à la population. Ils se sont arrangés, je dis bien aux amis de l'Est. D'autres, ils ont pris la partie production, d'autres vous occupez de la partie transport, d'autres distribution et d'autres commercialisation. Et c'est cette concurrence loyale que nous, on a besoin en RDC. C'est comme ça, j'invite les opérateurs économiques congolais à aller au ministère de l'Énergie. La porte est déjà ouverte. C'est un secteur très rentable. Au lieu seulement de descendre vers Dubaï ou je ne sais pas, voilà les opportunités que le chef de l'État nous a offertes. C'est un secteur très, très rentable. Si vous vous dites que non, je vais m'investir pour desservir la population de Walungu, vous êtes opérateur désigné, vous donnez à la population de l'électricité et chaque fin du mois, la population vous donne. Et il y a quelques taxes, bien entendu, qui reviennent de la part de l'État congolais. Ouais. Donc, c'est vraiment des affaires que j'appelle les opérateurs congolais, vous qui me suivez, le secteur est déjà libéralisé. Approchez-vous. Est-ce qu'il y a des contraintes administratives? Parlant de contraintes administratives, là, il faudrait demander aux investisseurs c'est à quel niveau ils sont bloqués. Il faut qu'ils vous disent à quel niveau ils sont réellement bloqués.
Si c'est les aspects administratifs, je mets ça entre guillemets. Mais l'adresse indiquée, monsieur le journaliste, l'adresse indiquée pour les investisseurs que je voulais également dire, si vous lisez même les lois congolaises, les cadres institutionnels de ces ministères de l'énergie, autrement appelés ressources hydrauliques et l'électricité, dans les cadres organiques, dans les cadres institutionnels, nous avons les cabinets, et nous avons les ministères plutôt. Dans ces ministères, nous avons les cabinets des ministres et le secrétariat général. Nous avons les provinces. Nous avons les entités décentralisées. Nous avons ARE et nous avons ANSER. ARE, c'est quoi? ANSER, c'est quoi? ARE, Agence de régulation de l'électricité. Et ANSER, c'est une agence nationale qui s'occupe de l'électrification rurale et périurbaine. Alors, ça, c'est les cadres institutionnels, messieurs les journalistes. Alors, les investisseurs ne peuvent pas aller toquer ailleurs. Il faut passer, il faut aller au ministère. Donc, vous voulez dire, si je suis investisseur, je veux... il faut commencer par le ministère. Je commence par l'ANSER. Non, il faut d'abord commencer par le ministère de ressources hydrauliques et électricité. Ouais. C'est le patron du secteur, sur le plan officiel. Et ainsi de suite, on va vous orienter pour tel document. Ce document est octroyé parmi les cadres institutionnels. Si c'est ARE, tu iras à l'ARE. Si c'est par ANSER, on va t'orienter, c'est ANSER, ainsi de suite. Donc il faut toquer une bonne adresse. Pourquoi il y a cette peur des Congolais? Pourquoi il y a cette peur des Congolais à investir dans le secteur? Ils ne connaissent pas qu'il y a que c'est un secteur rentable, ou bien ils n'ont pas d'informations, ou bien il n'y a pas de sensibilisation. C'est quoi le problème? Parce qu'on n'investit pas. Les Congolais n'investissent pas dans des grands secteurs comme l'électricité, comme l'eau, et ainsi de suite. Tantôt, je vous ai dit un problème aussi de sensibilisation de l'information. Est-ce que les Congolais vivant en arrière-pays, dans des milieux ruraux, ils savent que le secteur est libéralisé? C'est ça la grande question. Dans des provinces, tantôt comme je vous ai dit, il y a des chefs de division. Est-ce que les chefs de division sont outillés? Est-ce qu'ils ont l'information? C'est ça également le problème. Dire même dans vos territoires, la jeunesse peut faire quelque chose dans ce domaine de l'électricité. Non seulement en hydro, même sur toutes les ressources. Ils peuvent vendre de l'électricité, mais tout ça c'est conformément à la législation congolaise. Alors, vous avez été en Chine pour une formation et sur la thématique, sur l'électricité. Comment il faut desservir un pays, un territoire, une province? Quelles sont les stratégies chinoises qui ont été utilisées? Et on vous a vraiment ravitaillé, on vous a formé pour que vous puissiez aider avec cette expertise-là. Pouvez-vous nous dévoiler quelques stratégies chinoises qui ont fait que la Chine soit aujourd'hui desservie à 100%? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Effectivement, vous avez raison, vous dire que tu étais en Chine. J'ai été invité dans un séminaire intitulé Séminaire sur les travaux hydrauliques et développement socio-économique des pays francophones africains. J'étais dans la ville de Changsha, dans la province de Hunan. Effectivement, les Chinois considèrent les Africains comme étant des amis. Alors, ils nous disent que, Africains, vos situations ne sont pas fatales. La Chine, il y a eu des années où nous sommes passés comme vous vivez aujourd'hui. Mais pour arriver là où nous sommes, le dirigeant déterminé, avec la volonté de booster les secteurs, sur tous les domaines de la Chine, l'ancien président Mao a posé des jalons, a posé des préalables. Il dit aux Chinois, pour que vous soyez respectés dans le monde, pour que vous soyez compétitifs, voici des préalables. Entre autres, messieurs les journalistes, ils nous ont parlé de 4 ou 5
indicateurs majeurs. Ils nous parlent de la bonne gouvernance. Les Chinois, en ce qui concerne la bonne gouvernance, ils ont quoi à vous donner comme leçon. On ne peut pas accepter. Nous sommes un pays pauvre, entre guillemets, par rapport à notre PIB, que vous en connaissez. D'autre part, on vous entend parler de détournement en termes de millions et de millions. Donc, il n'y a pas la bonne gouvernance. Donc, si vous voulez être rationnel, vous voulez être dynamique, vous voulez être prospère, il faut tenir compte de la bonne gouvernance. Et là, chacun dans son secteur, oui, à partir du chef du village jusqu'au sommet. Oui, de la bonne gouvernance. Ils disent que la Chine, c'est pour les Chinois. Et quand on parle de la bonne gouvernance des journalistes, ils font allusion au patriotisme. Ils font allusion à l'amour du pays. Ils font allusion à l'amour du prochain. Que si je détourne, combien de mes frères congolais vont en pâtir? Donc, il y a la bonne gouvernance. C'est une bonne leçon que les Chinois nous ont donnée, qui n'est pas le cas pour les pays africains. Deuxième aspect, il nous parle de contrôle. Les Chinois, en ce qui concerne le contrôle, ne blaguent pas. Dans tous les secteurs, les Chinois font le contrôle extrême, ces journalistes. Vous êtes dans la ville de Shanghai, même seulement aller à l'aéroport, vous sentez le niveau de contrôle, comment les gens aiment leur pays, vous dites en tout cas, il y a quoi à imiter. Les Chinois, par ce qui est contrôle, on te met dans une responsabilité, accepte que tu sois contrôlé. En dehors des contrôles, il y a ce qu'on appelle suivi et évaluation. Les Chinois, en matière de suivi, en matière d'évaluation, mais ces journalistes, c'est dans le sang. C'est dans le sang. Ils font le bilan super hebdomadaire, mensuel, par rapport à vos tâches qu'on attendait. Suivi et évaluation. Par rapport aux objectifs, que ce soit global ou bien spécifique. On doit évaluer. Et après, monsieur journaliste, il y a les sanctions. Les Chinois ne blaguent pas ce qui concerne les sanctions. Nous sommes en train de déplorer en nos jours les détournements. Il faut que le gouvernement prenne des décisions courageuses. Il faut décourager cette hémorragie-là de détournement. Sinon, si hier, nous avons entendu parler de détournement dans tel secteur, 2-3 mois encore, il y aura encore des détournements. Alors, il faut des décisions courageuses, mettre fin, décourager ces antivaleurs. C'est comme si, au Congo, dans mon cher pays, pour que tu sois un bon gestionnaire, il faut voler. Si vous ne volez pas, vous n'êtes pas un bon gestionnaire. Donc, ça devient une mode de vie réelle. Ça devient une bonne valeur. Par contre, sur d'autres cieux, ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Même chez nous, ce sont des antivaleurs. Ce sont des antivaleurs. Oui, alors, même ici, ce sont des antivaleurs que nous décourageons. Alors, maintenant, tous ces antivaleurs, messieurs les journalistes, les Chinois en ont déjà compris. Ce qui a fait que l'on puisse desservir la population 100%. Parce que là où il y a les désordres, ça profite aux troubadours. Ça profite. Mais les Chinois disent ceci. Ils peuvent manquer de l'eau, mais ils ne peuvent pas manquer l'électricité. Et la Chine aujourd'hui, l'électricité est pas presque, c'est partout. Aujourd'hui, en Chine, mais les journalistes, ils ont presque mis fin à l'exode rural. Ils savent les besoins de base locaux de la population rurale. La RDC, notre cher pays, 70% de la population est rurale. Mais ils ont quelle vie? Ils ont quelle vie? Et l'exode rural est dû au manque parmi les facteurs. L'électricité, manque d'électricité. Parce que l'électricité, c'est un domaine stratégique, domaine super important. Pas d'électricité, pas de travail. Du développement. Oui, monsieur le journaliste. Pas d'électricité, pas de travail. Pas d'électricité, pas de développement. Je suis honoré que je sois invité par la RTNC2. C'est une chaîne de développement. S'il n'y a pas d'électricité, ici, dis-moi comment ça allait fonctionner. Donc, vous voulez dire que s'il faut combattre l'exode rural, électrifions les 145 territoires. Parce que la plupart fuient les ténèbres qui sont dans les territoires et ils sont dans des villes. La plupart fuient vers des villes. Kinshasa est plein.
Lubumbashi, Mema, Bandundu-Ville et consorts. Alors, pour désengorger les villes et redonner l'espoir aux villages, redonner l'espoir au territoire, il faut de l'électricité. Parmi les premières démarches qu'il faut effectuer, c'est de l'électricité. Je ne parle pas ici de l'électricité confort, seulement l'éclairage. Les populations, ou bien la population, a besoin de l'électricité développement. Domestique. Qui peut, non seulement domestique, qui peut booster aux premières petites et moyennes entreprises. Il y a des amis qui font des soudures, il y a des chambres froides, il y a des ajusteurs, et ainsi de suite. C'est ce que la population en a besoin. Parce que l'électricité implique le développement, va booster les aspects sociaux, économiques. Très important et très nécessaire. Alors, les mobiles de cette formation, lorsque vous avez eu ça, hein, comment on peut faire pour que ce modèle chinois soit implémenté chez nous et qu'on arrive à fournir l'électricité à travers l'ensemble du territoire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je tiens vivement à remercier l'ambassadeur chinois en RDC pour cette marque de confiance entre la Chine et la RDC. C'est vraiment une expérience très, très fondamentale. C'était un séminaire de partage d'expérience. Comme les Chinois aiment les Africains, les Chinois aiment les Congolais, ils ne voulaient pas seulement évoluer seuls. Ils disent, vous êtes nos amis, allons ensemble, évoluer ensemble. Alors, monsieur le journaliste, par rapport à ça, tantôt je vous ai dit que la RDC ne sera pas seulement électrifiée à partir de notre centrale de Inga, qu'il faut décentraliser le secteur énergétique dans de différents territoires. Avec Dieu a béni la RDC, même avec l'ensoleillement, monsieur le journaliste. Parce qu'il y a des solutions à court terme, des solutions à moyen terme et à long terme. Mais à court terme, monsieur le journaliste, comme je dis que les besoins d'électricité est criant et est réel, même pour les ménages, je n'aurai pas le temps pour y parler ici pour les miniers, je parle pour la population. Avec le système solaire photovoltaïque, qui ne pollue pas, on peut faire des études socio-économiques de X zones. On peut prendre la zone de Makala ou bien de Ngaba, faire une étude socio-économique. La population vit comment? Quel est leur revenu? Est-ce que si on peut leur doter de kits solaires, l'autonomie de l'électricité, si on peut doter par ménage un kit solaire, voilà le coût que vous allez peut-être devoir mensuellement. Vous verrez que tous les ménages seront électrifiés. En attendant, ce que peut nous donner d'origine hydroélectrique. Ouais. Je vous ai dit, monsieur le journaliste, il s'est à noter. En hydroélectricité, ce n'est pas des tic-au-tac. Ce n'est pas dans une année, ce n'est pas dans 2 ans où on peut mettre en service une centrale. Non. Seulement les études peuvent vous prendre 2, 3, même 4 ans. Seulement les études. Maintenant, passant pour la mise en ouvrage, que ce soit en jeu, ça va prendre trop de temps. C'est comme ça, nous avons demandé, même au gouvernement, déjà de faire des études, que ce soit préfaisabilité ou de faisabilité, qui peut prendre même 2, 3, 4 ans. Et la suite s'en suivront jusqu'à la mise en service. Mais avant cela, comme l'électricité, tout le monde en a besoin, on peut faire des études socio-économiques, partant même par Ville de Kinshasa, comment doter le ménage congolais avec des kits solaires pour autonomiser l'électricité et voir dans quelle mesure, si pas le gouvernement, si pas les bailleurs internationaux qui peuvent subventionner, mais pourvu que la population soit desservie. Donc, c'est en quelque sorte les pistes de solutions que vous donnez pour pouvoir je parle en court terme. Pour pouvoir relever les défis Correct. de
la desserte en électricité. Oui. Donc, il n'y a que ça, doter les ménages congolais d'un kit solaire, c'est fini. C'est possible de doter le ménage urbain en kit solaire. On peut aussi faire ce que nous appelons l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique consiste à diminuer la consommation, mais tout en gardant les mêmes besoins. On peut enlever des lampes à incandescence pour remplacer des lampes économiques, pour prendre seulement que cet aspect. Et ça exige de la technologie. Et en dehors de cela, il faut se parler du comportement humain. Parce que c'est vrai, des fois même la journée, il y a des lampes à incandescence qui sont en train d'être allumées. Donc on peut récupérer 30, 40, même 50 mégawatts à Kinshasa si nous faisons par l'éducation. Comment vous appelez ça? Je dis efficacité énergétique. Alors, mais ce que vous dites là... Pour amener les messages, l'information... Mais ce que vous dites là, que nous appelons économie de l'énergie. Ouais. Il y a un comportement que tout homme est censé mettre en œuvre. Effectivement. Mettre en œuvre. Oui, oui. Donc, on peut récupérer. Aujourd'hui, vous dites ça pour Kinshasa, mais la RDC est vaste. Pour des milliers Quand vous allez à l'intérieur, pour des milliers vous avez été à l'intérieur, pour des milliers on dirait on attend le courant électrique de Kinshasa. C'est comme je vous dis, c'est une mauvaise façon d'appréhender des choses. Ouais. Je vous ai dit que nous avons la classe. Quand vous parlez de ces milliers ruraux-là, ils sont répertoriés, ils sont ici. Et dans chaque site, dans chaque territoire, si pas village, il y a des potentiels qui les guettent. Alors, on peut valoriser ces potentiels-là. Le potentiel local. On peut les valoriser. Pour ne pas dépendre. Comme je dis, ouais. Oui, ce potentiel local, ouais. Si pas en hydro, monsieur journaliste, même en soleil, parce que la RDC est sur l'équateur, ouais. L'ensoleillement est disponible. Ouais. En dehors des solaires, il y a la biomasse. La biomasse, la biomasse, c'est les déchets, ouais. c'est les résidus. Aujourd'hui, il y a des technologies appropriées qu'à partir de ces déchets, que ce soit végétaux ou bien animaux, ça peut nous produire de l'électricité. C'est fort possible aujourd'hui à nos jours. C'est pas coûteux? Pas tellement coûteux, mais c'est une technologie fiable qui ne pollue pas. Et l'électricité solaire? L'électricité solaire également. Pas coûteux? L'électricité solaire est coûteux entre guillemets. Peut-être à l'exploitation, peut-être au coût. Comparativement, monsieur journaliste, chez vous à la maison, si vous voulez alimenter votre résidence, je parle peut-être même de 1000 watts, vous achetez un groupe électrogène. Du tout, quand vous mettez le carburant, la maison est électrifiée. Mais avec des panneaux solaires, c'est plus économique. Si par jour, vous dépensez au moins 3 litres de carburant, monsieur journaliste, à combien revient le coût de litre de carburant? Fois 30 jours, fois 12 mois, vous verrez que vraiment le coût est vraiment exorbitant. Mais avec les panneaux solaires, c'est très économique et très vraiment avantageux. Et aussi, c'est bio, ça ne donne pas, ça ne réchauffe pas les climats. Oui, voilà. Quand vous parlez de panneaux solaires, c'est parmi les énergies renouvelables qui ne polluent pas, qui ne polluent pas la nature, voilà. L'énergie verte. On a fini pour aujourd'hui, ingénieur Philippe Bouini. Juste un dernier mot, en 2 secondes, 3 secondes, on termine. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je ne saurais pas vider les sacs par rapport à votre état d'antenne. Je dirais aux Congolais, au gouvernement, que la situation congolaise par rapport aux énergies n'est pas fatale. S'il y a une volonté exprimée, s'il y a les moyens nécessaires, on peut renverser la vapeur, même aller au-delà. Tenez-nous bon, la main dans la main, aimez notre cher pays. Les investisseurs, que ce soit locaux, que ce soit internationaux, venez, le secteur est libéralisé. Donnons l'électricité à nos chers frères et sœurs congolais et ça sera vraiment une très bonne chose. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup, ingénieur Philippe Bouini. Merci à vous qui nous avez suivis dans cette émission Grand Défi. La suite au prochain numéro. Au revoir.